Chaque jour, l'eau est omniprésente dans nos maisons. On ne peut pas y échapper. De la cuisine à la salle de bain, en passant par les toilettes, elle est indispensable pour notre hygiène de vie, notre alimentation et notre bien-être. Mais cette eau, d'où vient-elle et comment est-elle arrivée jusque-là? À l'origine, cette eau peut provenir d'une nappe souterraine à plusieurs mètres sous nos pieds. Mais dans notre région, on puise souvent dans les eaux de surface, dans une rivière par exemple. On y voit des végétaux, de la terre, du sable, des feuilles mortes, des débris organiques. Jusqu'ici, rien d'anormal. Tout ceci est naturel. Mais rappelons-nous que les cours d'eau traversent un paysage parfois immense où l'homme vit, travaille et se déplace. Ce paysage fonctionne comme un gigantesque entonnoir. Il capte les eaux de pluie qui ruissellent sur les routes, les champs, les fossés et finissent par rejoindre les points les plus bas, les rivières et les fleuves. Ces eaux transportent également des déchets tels que des produits chimiques, pesticides ou autres rejets provenant de l'activité humaine et animale. L'eau de la rivière finit par être polluée par ces éléments. Il faut donc la potabiliser. Dans le cadre de l'atelier communication au sein du Fab Lab de l'université Paul Sabatier, nous nous sommes intéressés au traitement de l'eau potable. Afin de mieux comprendre la filière de traitement, nous avons visité l'usine de production d'eau potable de Roques-sur-Garonne. Dans cette vidéo, vous verrez également les pilotes disponibles à l'université qui permettent d'étudier ces traitements. Voici le schéma de principe d'une unité classique de traitement d'eau potable. Ce schéma est composé de 6 étapes que nous allons détailler. L'usine capte l'eau du canal de Saint-Martory, qui est une dérivation de la Garonne. Après avoir été acheminée par le canal, l'eau décante naturellement dans une longue gravière. Elle passe à travers des grilles qui arrêtent les gros déchets solides. Il s'agit du premier poste de traitement, appelé dégrillage. Elle est aspirée par des pompes d'exor, puis envoyée vers un bassin où a lieu l'étape de tamisage, qui consiste à éliminer les débris végétaux les plus grossiers, comme les feuilles, les algues ou encore les crustacés, dans un tambour rotatif. L'ozonation consiste à injecter de l'ozone dans l'eau, un gaz oxydant très puissant qui désinfecte l'eau en détruisant une grande partie des matières organiques et micro-organismes. C'est une désinfection totale et instantanée. Vient ensuite le procédé de coagulation-floculation. Il y a ajout de sulfate d'alumine, ici le PAX, dans les bassins. Ceci permet l'agglomération des matières en suspension dans l'eau. Le PAX est un réactif qui agit en tant que coagulant et floculant. Le brassage de l'eau génère la formation de flocs de petite taille, comme on peut le voir ici. Ceci est dû au fait qu'elle arrive avec une très faible turbidité. En effet, elle a eu le temps de décanter plus tôt dans la gravière. On retrouve ces flocs dans un décanteur où ils sont entraînés par leur poids et sont retenus par des lamelles inclinées en forme de nid d'abeille au fond du bassin et deviennent des boues. Ces boues sont évacuées par des racleurs et sont ensuite traitées et déshydratées par centrifugation. Elles sont ensuite évacuées en centre d'enfouissement. Voici le pilote qui permet d'étudier le procédé de clarification à l'université. L'eau clarifiée est collectée par de longs tuyaux percés, puis est envoyée dans des bassins couverts par des bâches. Elle passe au travers de lits filtrants composés de charbon actif en grains. L'enjeu majeur de la filtration sur charbon actif est d'absorber les dernières matières organiques les plus fines, les pesticides et les odeurs. C'est une barrière physique. Ce pilote est équipé d'une colonne dans laquelle on ajoute le charbon actif, puis on y fait circuler l'eau à filtrer au moyen d'une pompe. Il y a injection de chlore afin de préserver la désinfection de l'eau jusqu'à sa distribution. Pour permettre l'action du PAX, il faut diminuer le pH en entrée. Afin de retrouver le pH réglementaire en sortie, on ajoute de la soude. L'eau est maintenant prête à être distribuée et consommée. Toutefois, afin d'assurer une fiabilisation totale de l'eau produite, une étape d'ultrafiltration est mise en place. Ainsi, l'eau est amenée vers des membranes à fibres creuses dans lesquelles elle subit une ultrafiltration. Ces membranes permettent d'arrêter physiquement tous les éléments dont la taille dépasse 0,01 micron. Cette phase constitue une véritable barrière de rétention des macromolécules organiques, bactéries et virus ayant pu échapper au traitement antérieur, tout en préservant les sels minéraux essentiels.
L'avantage de ce traitement est qu'il n'utilise aucun réactif chimique et permet de produire une eau purifiée de qualité constante, sans goût désagréable ni mauvaise odeur. Le pilote de l'université est équipé d'une membrane organique à fibres creuses. Celle-ci est un assemblage d'une multitude de tubes de très petit diamètre. Ce pilote permet l'étude du procédé d'ultrafiltration. Après avoir subi ce dernier raffinage, l'eau est maintenant potable et va être envoyée dans des réservoirs de stockage. En sortie d'usine, l'eau est propulsée par des pompes jusqu'au château d'eau des communes voisines. Leur élévation assure une pression constante et suffisante dans tout le réseau et permet ainsi d'avoir l'eau courante. Ainsi, des milliers de kilomètres de canalisation contrôlée régulièrement passent sous nos pieds et alimentent chaque habitation. Durant toutes ces étapes, l'eau nécessite un contrôle permanent qui peut être assuré à distance par des techniciens. Ces derniers réalisent également des contrôles journaliers de pH, de turbidité, de conductivité et de qualité de l'eau. Voici un schéma global présentant les principaux procédés utilisés dans une usine de traitement d'eau potable. Voici tout le chemin que parcourt l'eau pour devenir potable. Rappelons-nous que même si l'eau coule à volonté au robinet, elle reste une ressource précieuse qui se fait de plus en plus rare. Il est donc important pour chacun de l'économiser au quotidien et de préserver la qualité de l'eau des rivières, là où tout commence.